Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Le Figaro International. 8 mois de guerre à Gaza et de quelques côtés que l'on se tourne, un spectacle de ruines, l'enclave palestinienne elle-même bien sûr, l'image et la cohésion d'Israël, le crédit de la communauté internationale. Alors, n'y a-t-il que des perdants dans ce drame? Sera-t-il possible de reconstruire une relation humaine et politique entre les deux peuples sur ces ruines? Américains et Européens sont-ils coupables de deux poids, deux mesures, notamment par rapport à leur rôle en Ukraine? Nous en parlons tout de suite avec mes invités. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, IREMO, et directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les relations internationales, la Méditerranée et le Moyen-Orient. Le dernier étant Atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence, avec Pierre Blanc aux éditions Autrement en 2023. Nitzan Perelman, bonsoir. Bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie politique à l'université Paris-Cité. Vous êtes ingénieure d'études en sociologie au CNRS et cofondatrice du blog Yanni, qui vise à sensibiliser les publics francophones aux enjeux du face-à-face israélo-palestinien. Vous êtes spécialiste de la société israélienne et vos travaux portent notamment sur le nationalisme et la démocratie. Georges Malbruno, bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem et auteur de nombreux livres, notamment Le déclassement français en 2022 et tout récemment MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient avec Christian Chesneau chez Michel Lafon. Tanguy Berthemé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro. Vous êtes allé en Israël et avez couvert les événements à plusieurs reprises depuis le 7 octobre dernier et les attaques du Hamas. Alors, Israël-Gaza, que des perdants. Commençons par Israël. Est-ce qu'Israël se retrouve isolé ou gagnant ou perdant à Gaza? Jean-Paul Chagnolot, vous voyez Israël gagner quelque chose dans cette guerre à ce stade? Non, je crois que j'ai toujours pensé depuis des années maintenant que ces éventuelles victoires sur le plan militaire étaient des défaites politiques. Et pour moi, c'était un peu la défaite du vainqueur. Et c'est vainqueur au sens où on gagne une bataille, apparemment. Mais celle-ci, en plus, on ne la gagne pas, puisque les objectifs énoncés, les objectifs annoncés, c'est-à-dire l'éradication du Hamas, la libération des otages, on voit bien que ce n'est pas du tout acquis, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, on est comme dans un tunnel. Pour vous, c'est aussi un échec militaire. C'est un échec militaire, bien entendu, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a mis en place une bataille sans objectif politique. Une bataille sans objectif politique, elle aboutit à quoi? À continuer la bataille. Et là, nous sommes partis vers une guerre sans fin. En plus, la direction de cette guerre, maintenant, elle est de plus en plus centralisée autour du Premier ministre, qui, lui, a intérêt à ce qu'elle dure, cette guerre. C'est ce qu'a dit Eisenkov, ce qu'a dit Gantz. Et par conséquent, on est dans une impasse complète. Et donc, pour Israël, c'est évidemment un échec. Pour les Palestiniens, j'en parle pas, c'est une évidence. Je crois que plus globalement, nous sommes dans un monde qui est en train de voir tous ces repères s'effondrer. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on est, au niveau israélo-palestinien, il n'y a plus de repères. Au niveau international, le Conseil de sécurité est devenu absolument incapable de faire les choses qu'il prétend faire. Et puis, dans les démocraties qui comptent, nous sommes au bord des montées des populistes, face aux États-Unis et sans doute aussi en France. Donc voilà, on a une espèce de paysage. On va essayer de faire le tour d'horizon que vous décrivez. Georges Malbruno, d'un point de vue militaire, Israël à Gaza a atteint quelques-uns de ses objectifs ou... Elle n'a pas atteint, comme vous l'avez dit, les deux objectifs fixés initialement de éradiquer le Hamas et de récupérer les otages. Elle a atteint un objectif intermédiaire qui est d'avoir dégradé quand même le Hamas suffisamment, de telle sorte que le Hamas aujourd'hui ou demain ne sera plus en mesure de perpétrer une attaque comme celle du 7 octobre. Donc c'est une victoire un peu à la Pyrrhus. D'autre part, toujours
dans cette même veine-là où Israël n'a pas vraiment remporté une victoire, ce rétablissement de la dissuasion, qui était quand même, sinon l'objectif affiché, en tout cas l'objectif caché de l'opération après le 7 octobre, quand on se déplace vers le nord, vis-à-vis du Hezbollah et au Liban, on voit que pour l'instant, ça ne marche pas. Donc c'est aussi un semi-échec pour Israël. Et l'autre échec qui me semble très important, c'est en termes d'image. Le 7, le 8, les 3 premières semaines d'octobre, Israël bénéficiait à juste titre d'une cote de sympathie, on le comprend, partagée par quasiment tout le monde. On peut même dire qu'il y avait un soutien. Il y avait un soutien. Y compris à la riposte. Aujourd'hui, l'État d'Israël est quand même mal vu dans le monde entier. On verra s'il est vraiment isolé. Est-ce que côté israélien, Nissan Perelman, est-ce qu'en Israël, qui soutient toujours apparemment, l'opinion soutient majoritairement la poursuite des opérations militaires à Gaza, il n'y a pas ce sentiment d'un échec militaire ? Alors, je voudrais rappeler vraiment le contexte d'avant le 7 octobre parce que je trouve que c'est important. On oublie trop souvent que pendant 8 mois, il y avait des manifestations tous les samedis soirs à Tel Aviv contre la réforme judiciaire et contre le gouvernement de Netanyahou. Il y avait un grand mouvement des réservistes qui ont refusé de rejoindre leurs unités. Et le 7 octobre arrive et non seulement la société est fracturée, mais aussi l'État s'effondre. C'est-à-dire les civils doivent eux-mêmes se sauver. Non seulement du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue psychologique, du point de vue économique. C'est les civils qui prennent les initiatives et c'est l'État qui s'effondre. Aujourd'hui, on voit des manifestations, des grandes manifestations, mais là, ça tourne pas du tout autour de la tragédie des Palestiniens, et c'est très important de le dire. Ça tourne uniquement autour du refus du gouvernement de mener des vraies négociations pour libérer les otages. C'est-à-dire d'observer une trêve, comme le propose d'ailleurs Joe Biden, le président américain, au moins de 6 semaines, et de négocier pendant ce temps la libération des otages. Exactement. C'est là-dessus que portent les manifestations essentiellement. Exactement. Pas pour un arrêt définitif des combats. Alors peut-être pour un arrêt, mais on ne parle pas de tout. De ce qui se passe à Gaza, la famine, le nombre de civils tués. Aujourd'hui, 60%, les médias n'en parlent pas du tout. Même les médias de gauche, dits de gauche. Alors, il y a seulement le média de Haaretz qui, depuis le mois de novembre, parce que pendant le mois d'octobre, bien sûr, l'État était sous le choc, il n'y avait pas du tout des articles qui ont reporté ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, Haaretz arrive un peu de partager ces informations, mais j'ai écrit un article sur ça. On voit aujourd'hui les médias israéliens qui participent activement dans la propagande. Et par exemple, Danny Kouchmaro, un journaliste très connu de la chaîne 12 israélienne, qui se met face à la caméra et qui dit « il ne faut pas leur donner même une seule cuillère d'eau ». Un journaliste très apprécié. Je n'imagine même pas en France un journaliste apprécié le dire. Il y a d'ailleurs des radicaux, des colons radicaux qui tentent de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire, les camions. Il y a des manifestations contre les camions. Ça suscite un rejet, une réprobation, ça, en Israël ou, Alors, ou pas on voit vraiment notamment le mouvement de la gauche radicale Standing Together qui essaye vraiment de les empêcher d'arrêter les camions. Bien sûr, ceux qui sont là, qui essayent d'arrêter l'aide humanitaire d'entrée à Gaza sont notamment ceux qui votent pour Itamar Ben-Gvir. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, l'extrême droite, et qui croient vraiment qu'aucune aide humanitaire ne doit entrer à Gaza. Et d'ailleurs, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich et d'autres ministres du gouvernement le disent très clairement. Aucune aide humanitaire doit entrer à Gaza, peu importe quelles seront les conséquences. Ouais. Tanguy Berthomé, la société est toujours sous le choc, en fait, de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. La société israélienne est toujours le 8 octobre, en fait. Elle ne sort pas du choc du 8 octobre. On revient en permanence sur ce qui s'est passé le 8 octobre. On revient sur, qui est ignoble, hein, les violences sexuelles, les meurtres, les assassinats, etc. Il y a un rapport de l'ONU récent qui détaille justement toutes ces atrocités commises. Elles sont détaillées au jour le jour. Madame parlait des médias israéliens qui ne parlent pas de ce qui se passe à Gaza, parce qu'ils ne parlent que de ce qui s'est passé dans les kibboutz et autour, mais ils sont complètement bloqués là-dessus parce que le traumatisme
que ça a engendré en Israël est extrêmement profond. Ça casse deux mythes. Le premier, le mythe de la toute-puissance d'Israël vis-à-vis du Hamas, c'est-à-dire que la barrière de sécurité, etc. Et l'autre, que Israël est une terre de sécurité pour les Juifs. Où rien ne peut leur arriver. C'est compréhensible que la société reste traumatisée et focalisée sur ces événements terribles. Ce qui est peut-être moins normal, c'est que l'État, les dirigeants, n'aient pas la réflexion politique nécessaire pour justement déployer une politique. Paul Chagnolo ? Oui, je crois qu'on peut parfaitement comprendre le traumatisme. On peut comprendre, évidemment, on peut comprendre le traumatisme, d'autant plus que ça renvoie à la Shoah, ça renvoie à toute la mémoire de l'histoire du peuple juif, donc c'est une évidence qu'on doit le comprendre. Le problème, c'est que s'il n'y a pas justement des voix politiques qui s'élèvent pour essayer d'envisager l'avenir autrement que dans une guerre sans fin, eh bien, c'est tout Israël qui en pâtit. On parlait de son échec, mais c'est pas simplement l'échec dans une séquence, c'est un échec sur le très long terme, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ça remet en question même à la limite le sionisme en tant qu'idéologie qui voulait faire en sorte que sur cette terre il y ait une sécurité pour les juifs. Donc c'est quelque chose de très profond. Et il manque un leader qui soit vraiment un homme d'État capable de penser l'avenir. Aujourd'hui on a des politiciens qui s'enferment et qui s'enferment dans leur propre... C'est déjà difficile de négocier avec quelqu'un comme Yitzhak Rabin, alors négocier avec les gens du Hamas... Mais Rabin avait été capable, justement, si on prend l'exemple de Rabin, et il en est mort d'ailleurs, justement, et je crois que c'est ça, juste une phrase là-dessus, c'est que moi ce qui me frappe dans l'histoire du Proche-Orient, c'est que ceux qui ont été capables d'oser la paix dans des conditions toujours difficiles ont été assassinés ou marginalisés. Par contre, ceux qui prônent la guerre sont une espèce de mécanisme infernal. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en Israël ne pensent qu'à la guerre. Et c'est terrible parce que ça va amener nulle part, évidemment. Bruno. Pour répondre à votre question, c'est parce que le pouvoir en place en Israël, Benyamin Netanyahou, n'a pas intérêt à ce que la guerre se termine, parce que il aurait de graves problèmes. Et on voit ce soutien augmenter d'ailleurs dans les sondages. Est-ce que c'est pas un peu cynique de dire ça ? C'est-à-dire, on l'entend beaucoup. Le Premier ministre a intérêt pour se maintenir au pouvoir. Il le dit. Est-ce qu'on tue des milliers de gens juste pour se maintenir au pouvoir ? Il le dit quand il dit qu'il faut aller jusqu'à la déradicalisation de la société palestinienne. C'est un combat qui durera 100 ans. Donc c'est pas possible. C'est très cynique, effectivement, mais le 3 novembre, il y a un sondage qui est publié qui dit que 76% des Juifs israéliens considèrent que Netanyahou doit partir, mais 50% pensent qu'il doit partir après la guerre. Donc effectivement, il y a aussi les élections américaines en vue, bien sûr, mais ce qui est le plus important pour moi, j'insiste, depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est un point de rupture dans la zone du Proche-Orient, effectivement, et après avec la guerre à Gaza, etc. Mais en ce qui concerne la société israélienne, il ne faut pas considérer le 7 octobre comme un point de rupture. Il s'agit d'un point de radicalisation. C'est-à-dire tous les phénomènes qu'on voit maintenant étaient déjà présents avant. C'est-à-dire, dans les médias mainstream, on ne voit jamais la souffrance des Palestiniens. On ne voit jamais une image humanisante des Palestiniens. Et donc maintenant, c'est le cas, mais c'est radicalisé. Et de même pour le discours... c'est plus difficile maintenant de véhiculer une image humanisante, comme vous dites, des Palestiniens après le 7 octobre. Effectivement, mais ce qui est très bizarre, c'est... Bien sûr, il y a le traumatisme, donc on ne publie pas des images humanisantes des Palestiniens, mais il y a par exemple des reportages qui essayent de nier la famine à Gaza. Donc il y a une différence entre ne pas présenter des images humanisantes et entre nier la tragédie des Palestiniens. Je signale, le Figaro va publier demain matin une interview de Benyamin Netanyahou dans laquelle il nie qu'il y ait la moindre volonté d'affamer la population palestinienne. Oui, Jean-Paul Chagnolo. Pour reprendre ce que tu viens de dire, sur la rupture, je pense que la rupture dans cette évolution, elle date, à mon avis, de la seconde intifada. C'est-à-dire qu'on a eu pendant des années une vraie espérance. Attaro a raison, mais cette espérance, moi je l'ai rencontrée, je l'ai touchée, si j'ose dire, dans les années 87, 17, 18. Et puis en 2000, ça a été vraiment la rupture. Et pour prendre l'exemple du camp de la paix, avec lequel on négociait, on discutait, et on faisait plein de choses du côté israélien, du côté palestinien, en quelques semaines, tout ceci s'est effondré.
effondré et le camp de la paix a disparu. Avec l'arrivée de Sharon au pouvoir à partir de mars 2001, on n'a eu que la droite au pouvoir, et cette droite, à chaque fois qu'il y avait des élections, le commentaire qu'on devait faire, c'était le gouvernement le plus à droite de l'État d'Israël. Et puis, aux élections suivantes, on redisait la même chose, et c'était encore plus à droite pour arriver aujourd'hui avec des personnages racistes et suprémacistes qu'on a cités tout à l'heure. Ouais. Donc ça fait 24 ans, effectivement, que sur le long terme, cela dure, et c'est vrai qu'il y a une accélération avec ce qui s'est passé, une accélération absolument dramatique, qui est celle du 7 octobre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de leader. C'est ça que je trouve terrible, c'est que dans une situation aussi dramatique, il n'y a plus une voix qui pourrait donner un chemin, un montreur de conduite, comme ça peut être le cas à certaines époques. Et Rabin a été à son heure. Ouais. Il a montré un chemin et il a été assassiné. Là, on a vu que le cabinet de guerre venait d'être dissous, que Benny Gantz, qui est le chef de l'opposition et qui était dans le cabinet de guerre, a rompu avec Netanyahou. Donc, il n'y a plus que Netanyahou tout seul. Est-ce que les demandes de mandat d'arrêt contre Netanyahou, est-ce que ça aide à une solution? Est-ce que ça complique une solution, selon vous, Tanguy Berthomé? C'est un débat qui est aussi vieux que ces mandats. Hein. Ouais. C'est la justice, la paix, la justice. Ils ne sont pas encore émis, mais bon. D'abord, ils ne sont pas émis, ils sont demandés, donc c'est deux choses très différentes. Il y a un juge qui va se prononcer, qui peut tout ou en partie les refuser, d'une part. Et par ailleurs, après... Demande très critiquée sur la scène internationale, hein, à part un certain nombre de pays, l'Afrique du Sud, il y a deux choses différentes. Il y a la demande en elle-même, il y a le timing de la demande. C'est-à-dire le demander en même temps que ceux, pour les leaders du Hamas, ce qui a semblé les mettre les deux au même niveau, et la partie israélienne a joué là-dessus. C'est peut-être ça plutôt la grosse erreur que le mandat en lui-même, parce que le fait qu'il y ait des crimes de guerre à Gaza, ça ne semble pas faire de doute pour personne. C'est ce qui a radicalisé Georges Malbruno. Encore plus la société israélienne et qui a donné à Benjamin Netanyahou un petit avantage dans les sondages. Est-ce qu'il est fondé à dénoncer une fausse équivalence, précisément, entre des terroristes qui commettent des atrocités, d'un côté, et c'est le discours officiel israélien, et de l'autre, un État démocratique qui mène une guerre défensive? Si on regarde après ce qu'est le droit humanitaire, la question n'est pas de savoir quel est le statut de l'auteur. La question est de savoir quelle est la nature du crime qui est commis. Et donc un crime de guerre est un crime de guerre. Qu'est-ce que c'est qu'un crime de guerre? C'est une infraction grave à un certain nombre de règles qui sont celles du droit humanitaire. Par exemple, on ne tire pas sur des civils. Je fais très court parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Et à partir du moment où on tue de sang-froid des civils sans qu'il y ait d'autres raisons de sécurité, parce que c'est ça la complexité du droit humanitaire, eh bien c'est un crime de guerre. Et c'est un crime de guerre, qu'importe quel que soit qu'on soit dans une organisation dite terroriste du Hamas ou terroriste du Hamas, ou qu'on soit un chef de gouvernement, je dirais peu importe, c'est le crime de guerre. Oui. Et puis la deuxième idée fondamentale qui est derrière la CPI, il faut quand même le rappeler, c'est qu'une vie vaut une vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner entre les... Donc c'est ça. Et donc le procureur Karim Khan est parfaitement dans son droit, au sens fort du terme, de demander à la chambre préliminaire de la CPI de délivrer ses mandats d'arrêt. Et j'ajoute un point aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des repères et des règles du droit international et des relations internationales. Aujourd'hui, la Cour internationale joue aussi beaucoup, parce que sa crédibilité, elle est en question. Jusqu'à maintenant, c'était des conflits qui étaient en Afrique. Jamais on a fait... Normalement, c'est une Cour qui est fondée sur un principe de subsidiarité. Elle doit s'appliquer à des pays qui n'ont pas de justice indépendante. C'est aussi un des arguments d'Israël pour dire... Oui, mais ça, vous savez... Ou qu'il n'est pas en mesure de l'exercer. Ouais. C'est effectivement le principe de base, c'est le principe de complémentarité. La CPI n'intervient que si la justice du pays ne peut pas le faire. Mais il est bien clair qu'on imagine mal une justice israélienne en train de dire que Netanyahou a commis des crimes de guerre. Donc la question, enfin la réponse est dans la question, et les preuves qui ont été énoncées par Karim Khan sont quand même extrêmement précises. Il ne s'est pas lancé à la légère. Hein. Juste un mot là-dessus, Nitzan Perelman. Vous êtes choqué, vous, qu'il y ait une équivalence, une mise en parallèle des crimes du Hamas et des éventuels crimes de guerre commis par Israël? Je ne suis pas du tout choquée. Comme Jean-Paul le dit, une vie est une vie, un crime est un crime. Ce qui me choque, ou peut-être ne me choque pas, c'est comme Georges Malbruno l'a dit, c'est qu'en Israël, ça renforce
le soutien à Netanyahou. Et d'ailleurs, on voit même l'opposition politique. Donc c'est contre-productif. Exactement, on voit, mais tout à fait justifié, bien sûr. Tout à fait justifié, mais l'opposition en Israël soutient Netanyahou. Yair Lapid dit « nous n'allons pas rester silencieux devant cela ». Et on voit 60% de la société israélienne qui considère la Cour pénale internationale comme une cour anti-israélienne, et Netanyahou qui porte un discours et qui dit clairement que Karim Khan est antisémite. C'est ça qui me choque plus, parce que le droit international, un crime est un crime, une vie est une vie. Un mot sur l'isolement diplomatique international d'Israël, vous l'avez un peu évoqué, Georges. C'est quelque chose qui vous surprend, l'ampleur, la rapidité et l'ampleur avec laquelle l'opinion internationale s'est retournée, en fait, à la suite de ces événements du 7 octobre et de la guerre, Georges Malbruno. Quand on voit l'ampleur des destructions et du bilan à Gaza, ça me paraît assez logique. Hein. On était dans la compassion à l'égard d'Israël après le 7 octobre, parce que ça a été le compassion, mais pas de solidarité. Si, solidarité, condamnation, etc. Mais après le 7 octobre, il s'est passé quand même, on est à plus de 30 000 morts. Et donc, ce qui est pour Israël, je trouve assez grave. Là, moi, je rentre par exemple du Liban, où au Liban, il y avait eu toujours une réserve, plus qu'une réserve vis-à-vis des Palestiniens, et une certaine sympathie, et même plus qu'une sympathie à l'égard d'Israël. Aujourd'hui, les anciens sympathisants d'Israël sont passés du côté des Palestiniens. Et donc, ça veut dire que l'opinion, effectivement, notamment arabe, mais pas que arabe, dans beaucoup de pays, a été retournée parce qu'elle a vu à Gaza. Et donc, pour Israël, c'est un isolement. Un mot, Nissan? J'ai parlé avec un ancien Premier ministre israélien récemment, et il me dit, on le savait très bien. 2 semaines après le 7 octobre, on savait qu'on allait perdre l'opinion publique dans les États occidentaux. La guerre de l'image, la guerre de l'information. Exactement. 2 semaines plus tard, on allait perdre aussi les États occidentaux, et 2 semaines plus tard, les Américains. On le savait très bien. Mais ce qui est important de rappeler avec cette guerre, c'est que tout se passe en live ou en direct sur les réseaux sociaux. Les gens ne peuvent pas ignorer. Les gens voient ce qui se passe à Gaza. Ils voient les crimes devant leur yeux. Ils voient s'ils veulent le voir. Sur les réseaux sociaux, on ne trouve que ce qu'on cherche. Exactement, ce que l'algorithme aussi, mais on voit directement, et ça c'est vraiment une nouveauté, je pense, dans cette guerre, peut-être il y avait une autre guerre, mais en ce qui concerne le contexte israélo-palestinien, c'est vraiment la première guerre où tout se passe devant les caméras. Et Israël, ça, c'est important. S'il y a une guerre que Israël a perdue, c'est celle-là, c'est cette guerre de la com, c'est la première qu'elle a perdue. Jean-Paul Chagnolo. Oui, juste quand on dit l'opinion internationale, je crois qu'il faut fondamentalement distinguer, bien sûr, l'opinion internationale et l'opinion occidentale. Oui. Ce dont on parle ici, c'est l'opinion occidentale, parce que l'opinion internationale, dans le monde arabe, en Amérique latine ou ailleurs, très vite, ils ont été dans l'indignation par rapport à ce massacre qui se passait à Gaza. Et dans l'opinion occidentale, ce qui est intéressant, c'est que c'est très lié à nos histoires. Il n'y a pas une histoire européenne. En Allemagne, on voit bien les réactions pour des raisons évidentes, qu'on reste quand même extrêmement proche d'Israël. En Irlande, pas par hasard si les Irlandais viennent de reconnaître un État palestinien. Il y a une autre histoire qui est celle du colonialisme britannique, et ainsi de suite. Et en France aussi, on a notre propre histoire. Et donc tout ça a joué. Mais progressivement, quelles que soient ces histoires, sauf peut-être en Allemagne, eh bien, effectivement, il y a eu un retournement devant des massacres. On est à 37 000 morts. Et puis, ce qui est quand même grave, c'est que même si on voit les choses, mais on voit ce qu'on veut bien voir, effectivement, mais il y a plein de choses qui sont tout de même très choquantes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à concevoir ce que sont ces victimes. Autant pour les otages, et c'est normal et légitime, on a des visages, on sait qui est qui. Et alors que là, quand on dit 37 000 morts, ce sont des meurtres qui fait qu'on voit pas, on les voit pas, on les oublie, sauf que de temps en temps, il y a une image qui paraît. Alors là, on est choqué, comme ça s'est passé. Mais c'est un peu l'exception, ça. Mais si on pouvait voir le déchirement et la façon dont ces gens ont été déchiquetés physiquement aussi, eh bien, on aurait forcément une réaction sans doute ici différente, encore plus indignée, mais pour l'instant. Et puis après, il y a d'autres phénomènes. Regardez comment la dissolution de la France, le beau lapsus, disons, la dissolution, on y va par étapes. Donc je reprends la dissolution de l'Assemblée nationale ou le déclassement pour faire plaisir. C'est bien clair qu'on est au cœur des choses là. Ouais. Un mot là-dessus, après on va passer à notre deuxième. Avec vous. Justement, les réseaux sociaux, on les voit, ces gens mourir. Si on veut bien le voir, oui.
C'est très facile, hein, parce que peut-être que nous n'appartenons pas à une génération qui sont beaucoup là-dessus, mais les gens qui sont beaucoup là-dessus, d'où la mobilisation de la jeunesse, on les voit très facilement. Et il y a des images qui sont extrêmement choquantes. Si vous voulez voir des bébés déchirés, etc., ça vous prend 4 secondes. Il y en avait aussi le 7 octobre. Et on ne va pas faire la surenchère dans l'horreur. Non, je dis juste. Mais je voudrais qu'on en vienne à notre deuxième point, qui est que reste-t-il du Hamas quel avenir pour le Hamas à ce stade, après 8 mois de guerre? Le Hamas n'a pas été éradiqué. Le Hamas a été dégradé sérieusement militairement. Il est conscient qu'il ne jouera plus le rôle qu'il jouait avant le 7 octobre à Gaza. C'est-à-dire, il n'aura plus le pouvoir? Ils sont conscients de ça, vous croyez? Oui, ils sont conscients et ils l'ont admis. Mais ils veulent jouer un rôle dans le cadre d'une direction palestinienne reconfigurée dans l'OLP. Donc, pour eux aussi, c'est pas une défaite, sachant qu'en termes de recrutement, et là encore, les chiffres israéliens sont quand même assez difficiles à apprécier, parce qu'on nous a dit pendant longtemps, il y avait 15 000 combattants qui ont été tués. Bon, très bien, 15 000 sur 30 000, il en reste 15 000. Mais quand on sait que 30% des combattants du Hamas, d'après des chiffres américains, sont des orphelins des précédentes guerres israélo-Hamas, le Hamas n'aura aucun problème, le Hamas de l'après-guerre n'aura aucun problème pour recruter après cette guerre, dans la mesure où il y aura beaucoup d'orphelins. Le Premier ministre israélien, c'est qu'il ne veut plus de la présence de gens du Hamas, y compris dans une autorité palestinienne renouvelée. Est-ce que c'est réaliste? Ils existeront toujours, qu'ils soient Hamas ou pas Hamas. Il faudra trouver un subterfuge. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que le Hamas existe depuis 40 ans. Il est consubstantiel de l'histoire de la Palestine, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, c'est pas le problème. Ensuite, je crois que les derniers sondages, alors ils valent ceux qui valent, mais si je prends pas les chiffres, mais disons les tendances, il est renforcé en Cisjordanie. Et en partie en Gaza. Le dernier sondage de Shikaki montrait sa prégnance. Pourquoi? Parce qu'il a résisté. Parce que, voilà, et ça, évidemment, en Europe, on n'arrive pas à le concevoir. Et donc, quoi qu'il arrive, moi j'ai des amis palestiniens qui me disaient, pourquoi est-ce qu'il y a eu à nouveau des combats dans le Nord? Tout simplement parce que des gens qui n'avaient plus rien à perdre ont pris les armes à leur tour, dans des conditions très marginales, mais ils ont pris les armes. Donc je crois que cette idée d'éradiquer un adversaire n'a pas de sens. On peut l'affaiblir sur le plan militaire pendant un temps, bien entendu, mais sur le plan politique, c'est stupide, ça ne marchera pas. C'est pas la première fois qu'il essaye. Et juste un mot pour dire que le Hamas était sur une ligne politique qui consistait à tenter de rentrer dans l'OLP, et que si un jour, et c'est malheureusement pas pour demain, il y a des négociations, ça sera non pas avec l'autorité palestinienne, ça sera forcément avec l'OLP, et dans l'OLP, il faudra compter avec tous les courants, dont celui du Hamas, qui pourra avoir un autre nom, peu importe, mais qui sera sur cette ligne beaucoup plus radicale que les autres. Est-ce que, par exemple, la capture ou la mort de Yahya Sinwar, le chef militaire des opérations, est-ce que ça pourrait être un symbole suffisant pour qu'Israël puisse décréter qu'un objectif essentiel a été atteint? Ça pourrait permettre à Benjamin Netanyahou de remporter, d'afficher un trophée et dire, voilà, regardez, on a eu Sinwar, l'architecte etc. Mais ça n'aurait pas d'impact de long terme sur les capacités du Hamas? Un certain nombre de dirigeants du Hamas seraient très contents, ceux qui sont à Doha en particulier, parce que Sinwar est quand même quelqu'un qui écoute peu, mais je ne suis pas certain que ça a un impact, que ce soit une bascule, un moment, un game changer dans le Hamas, parce que ces organisations-là ont prévu un successeur, comme Sinwar avait prévu des successeurs à tous les chefs de bataillon avant même le 7 octobre. Je pense que c'est pas... Non, s'il y avait Sinwar, s'il y avait Mohamed Deif, le chef de la branche armée, d'accord pour Israël, mais en l'occurrence, on voit bien quand même que les combats étant moins importants aujourd'hui à Gaza, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont arriver à leur fin, sauf lors d'une opération comme on a vu récemment, pour arriver à mettre la main sur Sinwar et sur Deif. Donc la question qui va se poser, c'est que dans 3 mois ou 4 mois, qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir des élections au Hamas au printemps prochain. Je ne suis pas sûr que Sinwar n'ait pas envie de se présenter s'il est là. Alors ça va nous paraître complètement surréaliste, mais il sera encore là. Il y a un exemple tout simple pour aller dans ton sens, c'est Sheikh Yassine, qui est le fondateur du Hamas, a été assassiné par une roquette tirée d'un hélicoptère. Ensuite, quelques semaines après, son successeur, dont j'oublie le nom, a été à son tour... Haniyeh, non? Non, Haniyeh, c'est... Alors, Haniyeh... Abdelaziz Rantisi, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Haniyeh était, à un moment donné, le secrétaire
de Cheikh Yassine. Donc, Cheikh Yassine est assassiné, son successeur assassiné un mois plus tard, c'est Rantisi, le nombre revient, merci, et aujourd'hui, l'ancien secrétaire est aujourd'hui le patron du Hamas. Donc, il est évident qu'on pourra tuer tel ou tel leader, ça pourra l'affaiblir évidemment pendant un temps, mais il faut bien voir ce que c'est que le Hamas. C'est une organisation très profondément implantée. Est-ce que tout de même, ce qui s'est passé le 7 octobre n'a pas discrédité les membres du Hamas, enfin le Hamas, pour participer à une nouvelle autorité palestinienne? Est-ce que Israël n'est pas fondé, objectivement, de dire on peut réfléchir à une autonomie politique avec les Palestiniens, mais sans le Hamas? Ils sont fondés à le dire, mais est-ce que ça servira à quelque chose? Est-ce que quand vous discutez de paix, vous ne choisissez pas la personne avec qui vous le discutez. Sans ça, ça ne sert à rien. Rapport de force. On ne choisit pas ses ennemis. Ça n'a aucun sens. Donc vous pouvez demander est-ce que le Hamas cesse de s'appeler le Hamas et qu'il prenne un autre nom. Éventuellement, si effectivement on rentre dans des logiques, etc., et que une partie des Palestiniens les plus radicaux le souhaitent, ils changeront de nom. Mais ça ne changera rien. Ça peut paraître effectivement... Je veux juste rappeler ce que Netanyahou veut que tous les Israéliens oublient et tous les internationaux aussi. En 2018, Avigdor Lieberman, qui est avec lui dans la coalition, décide de quitter sa coalition. Parce que il dit à tout le monde, Netanyahou transfère énormément d'argent, Georges Malmono pourrait peut-être en parler, au Hamas. On voit même un petit papier d'Ismaël Haniyeh qui parle hébreu parce qu'il a passé beaucoup de temps en prison à Netanyahou directement. Et Netanyahou a développé une thèse, encore une fois, dont me parle cet ancien Premier ministre qui connaît très bien la situation, a développé cette thèse qu'il faut renforcer le Hamas pour justement empêcher la construction d'un État palestinien. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on impute à Benyamin Netanyahou une responsabilité directe. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que l'origine de cette thèse, c'est la volonté de Netanyahou d'empêcher la construction d'un État palestinien, d'empêcher un accord de paix. Et ça, il faut le rappeler. Pardon de vous couper, mais la seule réponse au Hamas, ça doit être une réponse politique. La réponse militaire, elle n'existe pas. Emmanuel Macron l'a dit, pourtant il ne porte pas le Hamas dans son cœur. Si ça continue comme ça, il faudra 10 ans pour l'éradiquer. La seule réponse, c'est une réponse politique. Ça veut dire faire remonter l'autorité palestinienne, d'autres forces, d'autres voies. Mais ça, je ne suis pas sûr que Benyamin Netanyahou en ait vraiment envie. Juste un mot, à l'époque d'Oslo, le Hamas a joué un rôle très, très pernicieux et négatif à ce moment-là, mais sa cote de soutien, on va dire, diminuait lorsqu'il y avait des attentats. Lorsqu'il y avait des accords, au contraire. Quand il y avait du politique, quand on pensait qu'on allait peut-être aboutir, eh bien, son rôle était marginalisé dans l'opinion publique palestinienne. Il y a beaucoup de Palestiniens de Gaza qui critiquent le Hamas. Bien sûr. Le tiennent pour responsable d'avoir préparé la guerre, de s'être lui-même préparé à la guerre, mais de n'avoir rien préparé pour la population civile. Ils ne souhaitent pas le retour du Hamas, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça que le Hamas, ils sont quand même pas idiots, ils savent qu'ils ne reviendront pas au pouvoir à Gaza, parce que les gens n'en veulent pas. Il y a eu des scènes, effectivement, où, moi je l'ai raconté dans un papier sur la foi d'un témoignage, les gens du Hamas reviennent parce que Israël ne contrôle pas le terrain. Le Hamas, Israël avance, le Hamas revient derrière, mais quand le Hamas revient derrière, parfois la population leur dit « on n'en veut plus de vous ». Donc ils ne plébiscitent pas le Hamas. Mais le Hamas restera une force probablement militaire. Mais encore une fois, la seule façon de les affaiblir, c'est de relancer politiquement un processus. Je voudrais juste vous soumettre une citation d'un article de Sami Cohen paru dans Le Monde le 3 juin, professeur à Sciences Po. Permettre au Hamas de s'en sortir militairement reviendrait à repousser la solution de 2 États au calendrier grec. Ces 2 objectifs ne s'accordent pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Permettre au Hamas de s'en sortir militairement revient à repousser la solution de 2 États, de facto. Il a raison. Ces 2 objectifs ne s'accordent pas. Il a raison, parce que c'est un vœu pieux, hélas, de vouloir éradiquer militairement le Hamas. Dès le 8 octobre, moi j'ai dit, on n'y arrivera pas, sinon les Israéliens l'auraient fait avant, ils ont essayé avec le Hezbollah, c'est la même chose. Donc il faut, et la solution des 2 États, c'est pour ça que la non-reconnaissance, quand on dit c'est un cadeau au Hamas, c'est le contraire, c'est une hérésie. Le Hamas ne veut pas d'une reconnaissance d'un État palestinien sur les frontières de 1967, donc il faut aller vers une solution
politique, mais là, on revient aussi à un des fondamentaux de ces 30 dernières années, c'est qu'on l'a bien vu, on était correspondants Philippe ensemble, chaque fois qu'il y avait une avancée vers la paix, il y avait un jeu de courte échelle entre le Hamas et l'extrême droite israélienne, etc. Qui ont ensemble torpillé Oslo, et donc Arafat se retrouvait nu, et Rabin et Pérez aussi. Alors venons-en peut-être à la communauté internationale, D'abord, comment vous qualifieriez, Jean-Paul Chaniolo, l'attitude des pays occidentaux depuis le début de cette guerre terrible? Manque de courage, pusillanimité et incapacité d'anticiper. Je pense qu'on est dans une séquence, on est toujours dans une séquence historique, et il y avait, je dirais, beaucoup de choses à faire et à dire. Et en fait, il n'y a aucun leader occidental qui était en mesure de le faire. Et ce qui est plus grave encore, c'est que le Conseil de sécurité a été quelque part dévitalisé. Si on prend la première résolution qui appelle au cessez-le-feu, c'était le 25 mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un débat, il y a un vote, les États-Unis s'abstiennent, mais l'ambassadrice américaine aussitôt dit mais une résolution du Conseil de sécurité n'est pas obligatoire. Autrement dit, elle a tout de suite remis en question la nature même d'une résolution qui est, selon la Charte des Nations Unies, forcément obligatoire. Donc, dès ce moment-là, les Nations Unies en tant que telles, c'est-à-dire finalement les États qui le composent, et à commencer par les États-Unis, ont brisé ou ont commencé à fissurer ce qui est en charge de la sécurité. Et ça a continué. Les dernières, celle du 10 juin par exemple, elle prévoit un plan qui est intelligent en 3 phases, et ce plan, rien n'est fait pour pouvoir le conduire. En fait, ce n'est pas le seul dossier sur lequel les Nations Unies se révèlent totalement impotentes. Bien sûr, mais là, nous sommes dans une situation un peu historique. Et l'Europe, qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce n'est faire une sorte de... Peut-être restons d'abord sur les États-Unis, parce qu'à l'ONU, ce que vous dites derrière, c'est en fait les vétos américains, et le fait très surprenant, pour un observateur... distancié, que les États-Unis qui fournissent l'essentiel de l'aide militaire à Israël n'aient aucune influence sur les décisions du gouvernement en place. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Et, voilà, et je crois que le moment charnière, mais il ne viendra pas, c'est lorsque les États-Unis cesseraient de livrer des armes à Israël. Il n'y aura pas de paix entre ces deux peuples tant que les États-Unis n'imposeront pas une paix. Le reste, ça compte pour du beurre. L'Europe ne compte pas, les pays arabes ne comptent pas. Imposer une paix, c'est possible, ça? Imposer une paix, on entend cette expression depuis des décennies, mais personne n'a jamais réussi à imposer une paix. Parce que les Américains n'ont jamais voulu. Mais je veux dire, on pourra refaire le débat dans 15 ans, on dira la communauté internationale est impuissante, le seul pays qui peut imposer la paix sont les États-Unis, et Israël serait obligé de s'y plier, mais ils ne le veulent pas pour des raisons de politique. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut imposer la paix, que le rôle des États-Unis, comment vous l'analysez? Alors, je pense que la pression internationale est très importante, mais je fais la distinction entre les États et les sociétés civiles. On voit les sociétés civiles réagir de manière très importante depuis le 7 octobre, en dépit de leurs États. Donc, on voit les manifestations dans les universités et on voit, par exemple, la pression sur les universités israéliennes. On voit les universités qui publient des déclarations, il y a un mois, parce qu'il y a énormément de projets internationaux, des projets européens qui ont été mis en pause. On n'invite plus les universitaires israéliens. Donc, il y a les sociétés... Cette pression-là a un impact, selon vous? Sur les universités, effectivement, il y a... Est-ce que le réflexe en Israël n'est pas de dire, voilà, c'est le vieil antisémitisme européen qui remonte à la surface? Alors, effectivement, et j'ai travaillé sur ça, et on voit que plus la critique internationale se renforce, plus la société israélienne se renferme sur elle-même et les idées nationalistes se renforcent. Il y a un côté contre-productif. Les universités, c'est différent. Parce que dans les universités, il y a des gens qui ont l'habitude de fréquenter les universitaires internationaux, et le fait que là, il y a des projets même de sciences dures qui sont mis en pause, les universitaires israéliens sont beaucoup moins invités, des projets européens de l'Union européenne qui sont aussi menacés, et donc on voit vraiment les sociétés civiles réagir, et de manière très forte, et ça on ne l'a pas vu avant. Et c'est ressenti en Israël comme... Effectivement, c'est ressenti, encore une fois, plutôt dans les universités et dans les cercles spécifiques. Bien sûr que la société civile se concentre notamment sur le contexte israélo-israélien, mais dans les cercles qui touchent la communauté internationale, des projets internationaux, on le sent vraiment. Où il y a l'exemple du salon de l'armement ici en France.
Tanguy Berthemet? C'est un peu au-delà des universités. C'est-à-dire Oui, que ce salon, si ça monte autant en Israël, c'est aussi parce qu'ils voient arriver, ils se battent depuis des années sur ce fameux mouvement de boycott Israël, etc. Et ils le voient naître, en tout cas peut-être pas économiquement, peut-être pas partout, mais moi je sais que les fois où j'y vais, il y a des questions assez régulières des Israéliens en disant qu'est-ce que les Français en pensent vraiment, qu'est-ce que le Figaro en pense de tout ça, etc. Il y a une inquiétude autour d'eux. À un moment ou à un autre, on va se retrouver tout seul. Alors, il y a une espèce de rêve de dire on peut tous se débrouiller tout seul, mais ils savent très bien que c'est pas vrai. C'est quand même une société israélienne qui est une société très ouverte, avec des gens qui voyagent beaucoup, avec des gens qui ont beaucoup de contacts à l'extérieur, souvent de la famille à l'extérieur, etc. Cet isolement alors c'est vrai que ça ne concerne que l'Occident, mais c'est quand même une société qui est assez massivement à des racines occidentales. Ça inquiète beaucoup, oui. Ouais. Jean-Paul Chagneux. Juste un mot sur imposer la paix. C'est une question de volonté politique. Et cette volonté politique, elle a existé à un moment donné. On a oublié qu'au lendemain de la guerre du Golfe, en 1991, James Baker, qui était le secrétaire d'État américain avait imposé à Shamir d'aller à Madrid. Il a pris Shamir par le col pour l'emmener à Madrid. Et Madrid a ouvert un espace dans lequel ensuite Oslo était possible. C'est la seule fois. Oui, il faut quand même... ça montre bien que ça peut marcher. Et là, parlons pour l'imposer. Mais c'est pas imposer la paix, ça. C'est imposer la diplomatie. C'est différent. C'est le feu, par exemple. On arrête de livrer des armes et la guerre s'arrête, c'est déjà un premier temps. Oui, mais on affaiblit Israël face à l'Iran. C'est ce que disent les Américains. Pas forcément. Si vous prenez la dernière résolution du 10 juin, c'est-à-dire avec le plan en 3 phases, si on avait la volonté politique, comme tu dis, il suffirait, mais le mot est facile à dire, mais ils ne le feront pas, c'est effectivement d'empêcher les livraisons d'armes ou d'arrêter les livraisons d'armes et de dire Ce plan, il faut en dire en 3 mots. C'est d'abord un cessez-le-feu de 6 semaines qui verrait un échange des des otages les plus fragiles contre des prisonniers palestiniens, mais en aucun cas, le désaccord, c'est que le Hamas veut un cessez-le-feu permanent et Israël, quand il veut terminer sa guerre. Les ministres de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui menacent à chaque fois qu'il y a une proposition sur la table de quitter le gouvernement, de faire tomber le gouvernement. Donc de priver Netanyahou de sa majorité. Exactement. Mais tout de même, imposer la paix, vous savez, c'est dans la Charte des Nations Unies. Il y a un chapitre, qui est le chapitre 7, qui implique que... C'est rafraîchissant de voir un professeur qui croit encore beaucoup à l'ONU, aux Nations Unies, on en rencontre plus tant que ça. J'ai fait un lapsus désastreux en parlant de dissolution de la France, mais là, je ne vais pas faire un deuxième lapsus en parlant de la dissolution du droit international. C'est notre boussole, c'est notre repère, et par conséquent, il faut se battre pour le maintenir. Il faut rappeler que le droit international, ça a été construit par un consensus entre tous les États. Et la Charte des Nations Unies, c'est bien ça, tous les États y sont. Mais justement. Donc, appliquons la Charte, et la Charte dit que le Conseil de sécurité rend des résolutions obligatoires, et celle du 10 juin dont nous parlons, ça serait commencer à, entre guillemets, non pas imposer la paix, mais commencer à en permettre, à en offrir la possibilité. C'est quand même déjà assez considérable. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'on laisse les rapports de force se dérouler n'importe comment, c'est-à-dire une guerre sans fin. C'est ça l'alternative. Un mot sur l'attitude des pays arabes. Comment vous la jugez, Georges Malbruno, sur ce conflit? Ils n'ont pas vraiment rompu les ponts avec Israël, suspendu certains accords. Voilà, ils ont gelé, notamment l'Arabie Saoudite, qui joue le rôle moteur, a gelé sa normalisation, mais n'a pas rompu. Mais on voit bien quand même que là, il y a encore une dernière déclaration de Mohamed bin Salman qui souhaite que Netanyahou rende des comptes. On voit bien quand même que, malgré le pressing américain, l'Arabie Saoudite n'ira pas à une normalisation rapide avec Benyamin Netanyahou, tout simplement parce que Mohamed bin Salman, comme les autres leaders arabes, se rendent compte que Netanyahou ne veut pas le minimum de ce qui est requis par ces pays arabes, un chemin irrévocable vers 2 États. Donc il reste... ils font attention parce que j'étais en Jordanie il n'y a pas longtemps, les responsables sont très vocaux, mais parce que la rue elle-même, est assez remontée, donc ils sont gênés. Mais ce que je crois à plus long terme, c'est que aussi c'est une conséquence pour Israël, c'est que la cohabitation même, la coexistence ou une future paix entre Israël et ces pays arabes,
qui tôt ou tard normaliseront, eh bien, le 7 octobre et l'après 7 octobre laisseront des traces indélébiles, quoi. On ira vers ce qu'est déjà la paix entre Israël et l'Égypte, Israël et la Jordanie, c'est une paix très froide entre des dirigeants, et encore parce que il faudra côté israélien, il y a l'émergence, eh bien, d'un gouvernement ou d'une direction qui soit pas celle d'aujourd'hui, qui n'est pas de nature à signer une paix avec des pays arabes, parce qu'ils ne le souhaitent pas, quoi. Un mot sur l'Iran, qui est accusé de tirer les ficelles. Dans cette affaire, l'Iran est gagnant de quelque chose? Est plutôt gagnante, oui, parce que l'Iran... Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné de montrer d'abord qu'ils ne voulaient pas une guerre totale. Hein. Ils ont, au grand dam ça, c'est du Hamas... l'épisode du mois d'avril où on a vu que les deux pays étaient au pied du mur et que finalement aucun des deux n'avait vraiment envie de se faire une guerre directe. Ils ne voulaient pas d'une guerre totale, le Hamas n'était pas content. Et après, ils ont instauré de nouvelles règles du jeu, après l'attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, en disant chaque fois que vous nous taperez, on vous tapera. On a assisté à une première attaque iranienne en Israël, calibrée, mesurée, une riposte israélienne calibrée, mesurée. Mais là encore, l'Iran ne sort pas vainqueur parce que l'Iran est dans une situation intérieure compliquée, économique désastreuse. Mais on voit bien aussi qu'ils n'ont pas envie, d'aller d'aller à une guerre totale parce qu'ils veulent maintenir un lien avec l'administration Biden parce que l'Iran a peur d'un retour de Donald Trump aux élections américaines. Alors, il reste à se pencher sur les options diplomatiques éventuellement disponibles. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit Emmanuel Macron récemment à propos de la reconnaissance d'un État palestinien. Je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul Chagnolot? Je crois qu'effectivement, c'est important de faire une reconnaissance d'État dans un processus. Sauf que si on attend le moment venu, il n'arrive jamais. Donc à un moment donné... Les conditions ne sont jamais complètement réunies. C'est une blague, cette histoire de moment venu que nous disent les diplomates depuis très longtemps. On fera le moment venu. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut forcer un peu les événements. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'enclencher un processus, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc je crois qu'il faut le faire, cette reconnaissance d'État, mais dans un cadre effectivement en proposant autre chose, c'est-à-dire pas simplement une tentative de règlement Israël-Palestine, mais pour reprendre ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite, moi je pense que la normalisation avec les États arabes pourrait reprendre, mais reprendre évidemment avec l'Arabie Saoudite en premier, mais de manière conditionnelle. Et on revient au plan arabe d'il y a plus de 20 ans, et à ce moment-là ça a du sens. Donc si la France s'était engagée, parce qu'à mon avis maintenant ça va être bien difficile d'entendre la voix de la France, j'en sais rien, mais ça va être sans doute compliqué, dire voilà, nous voulons ce processus dans le cadre d'un règlement israélo-palestinien, mais aussi avec une normalisation conditionnelle, avec des textes qui existent déjà. C'est ça qui est absolument terrible. On prend les termes ou la logique du plan de la Ligue arabe de 2002, et voilà. Et donc à ce moment-là, ça a du sens. Mais si on ne veut pas, si on franchit le pas à un moment donné, quand même, pour essayer de forcer les choses, eh bien ce qu'a dit maintenant Macron est oublié, parce qu'il n'aura plus la capacité d'intervenir dans les mois qui viennent si la dissolution produit, etc., etc. Le reproche de Benjamin Netanyahou, c'est que c'est une récompense au Hamas. Voilà. Il y a l'Espagne, la Norvège, l'Irlande ont reconnu unilatéralement l'État palestinien, et Benjamin Netanyahou répond c'est une récompense au Hamas. Au contraire, c'est l'inverse. Le Hamas ne veut pas d'un État palestinien dans ces conditions. Il veut la destruction d'Israël, avant tout. Donc la reconnaissance d'un État palestinien, c'est les premiers pas vers ce que disait monsieur, c'est-à-dire une négociation de paix qui mine leur statut de résistant. Et l'autre chose, pour répondre à Emmanuel Macron, il dit c'est une espèce de diplomatie, en gros, du cœur. Il ne faut pas oublier que dans ce qui reste Israël, il y a la Norvège. La Norvège n'est pas particulièrement connue pour avoir une diplomatie de sentiments à chaud, etc. Elle est très calme, elle parle à tout le monde, elle a une petite diplomatie, pas prétentieuse et extrêmement efficace. Je vise personne, mais il y en a qui n'est pas vraiment ça. Pardon. Qu'est-ce qu'on en pense? On parle de normalisation, on parle d'alternative en Israël. Je pense qu'il faut regarder la réalité sur le terrain. Oui. C'est-à-dire, depuis le 7 octobre, tout d'abord, on comprend très bien que la question palestinienne doit être sur la table. On comprend très bien qu'aucun peuple pourrait être en sécurité sans qu'il y ait une vraie solution
une paix juste et équitable. Et il faut aussi comprendre, en tant que sociologue qui travaille sur la situation politique, le discours politique en Israël, qu'aujourd'hui, il n'y a pas un vrai alternatif pour Netanyahou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie vision qui remet en cause cette non-volonté de Netanyahou de négocier avec les Palestiniens, réfléchir les deux États. C'est même un peu cynique de parler de deux États quand il y a 600 000 Israéliens, colons israéliens en Cisjordanie, quand il y a un rassemblement énorme le 28 janvier avec 27 membres du gouvernement, 11 ministres qui appellent à recoloniser Gaza. Donc c'est un peu cynique de parler de ça. Il faut regarder le terrain, regarder ce que les acteurs sur le terrain disent. Mais concrètement pour vous, ces pays européens qui reconnaissent un État palestinien dès maintenant, ça a un effet utile sur la politique israélienne ou ça ne change strictement rien? En tant que quelqu'un qui est très pessimiste et qui connaît la société israélienne, je pense qu'uniquement la pression internationale fera son travail pour régler ou trouver une solution sur le terrain. Il faut une pression internationale. Il faut une pression internationale. Dernier point là-dessus, parce qu'on est à 3 minutes de la fin de cette émission, mais est-ce que c'est encore réaliste? Est-ce qu'il y a une alternative à la solution de deux États? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est réalisable? Georges Malbruno. Compliqué en Cisjordanie, comme tu l'as dit, il y a 600 000 colons. Oui. Alors, pour envisager des échanges de territoires avec des blocs de colonies, redonner des territoires comme ça avait été évoqué dans le Negev, élargir la bande de Gaza. Mais est-ce qu'on a inventé autre chose? Est-ce qu'il y a une alternative? Il y a une organisation très intéressante, organisation israélo-palestinienne qui s'appelle One State, Two Homeland. Okay. Et ça vaut le coup de regarder parce qu'ils proposent là, c'est un État sur toute la Palestine, avec deux peuples, une citoyenneté commune. Mais c'est à l'extrême gauche, ça, Nitzan Perlman. Exactement, c'est l'extrême. Mais il y a aussi, d'ailleurs, il y a aussi des membres religieux et pas forcément de l'extrême gauche dans cette organisation. Des religieux sionistes ou antisionistes? Religieux sionistes. Et c'est très intéressant de voir ce qu'ils proposent, même s'il s'agit d'une toute petite organisation, c'est ce fait de réfléchir à une autre solution qui d'ailleurs donne aussi une solution aux réfugiés palestiniens. Il faut regarder ce qu'ils proposent. Jean-Paul Chagnolot, il y a encore la solution de deux États? Moi, je crois que c'est la seule possible. Oui. Elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre pour 1000 raisons. Mais il faut aussi regarder, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a un État qui devient de plus en plus colonial, qui va exercer sa domination sur 5 millions de Palestiniens comme il le fait depuis des décennies. On va donc arriver à ce mot qui fait tout de suite polémique, apartheid. C'est un État qui devient colonial, mais qui l'est déjà depuis des années, qui va devenir davantage encore, avec tout ce que ça implique comme discrimination. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose qui va sécréter de la violence à tous les endroits. Et ça va être dramatique. Donc effectivement, il y a une solution qui est extrêmement difficile, mais qui est la seule. Et si on ne la prend pas, eh bien on va vers une guerre sans fin en Cisjordanie et à Gaza. Voilà la réalité. Vous ne croyez pas, vous, à un seul État avec Non, deux aujourd'hui peuples c'est impossible. nationaux. On voit bien dans quel état ils sont mentalement. C'est une coupure complète. Les autres invisibles. On ne va pas faire une coexistence avec ceux que l'on ne voit pas. Donc je crois que c'est la seule solution, la solution à deux États, sauf qu'elle est extraordinairement complexe, surtout dans l'état actuel des choses. Et plus compliquée qu'elle n'était encore. J'oublie jamais que si on ne va pas dans cette direction, on a un État d'Israël qui est une démocratie coloniale, qui implique une discrimination systématique pour plus de 5 millions, voire 7 millions de Palestiniens dans une population où il y a actuellement 7 millions de Juifs israéliens. Donc on est dans une espèce d'impasse qui va forcément provoquer des violences multiples. Ok. Merci beaucoup à tous les quatre. J'entends dans mon oreillette, non, il faut conclure. Nous concluons donc. Merci beaucoup pour cette conversation enrichissante et complexe. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.